Le tonnerre. Oui, cela commença ainsi, la vie de mon grand maître et ami, que vous connaissez sous le nom d'Hercule, et que moi, Iolaos, comme tous mes contemporains grecs, nous appelions Héraclès. Ah, je l'ai souvent vu. Il y a de cela des milliers d'années, mais je n'ai rien oublié. Comme on a beaucoup écrit sur lui sans jamais m'interroger, je vais me rattraper avec vous, qu'elle allez me suivre dans tous les combats et voyages de notre grand libérateur Héraclès. Évidemment, je n'assistais pas à sa naissance décidée au ciel, à l'Olympe, mais je sais comment Zeus, le Père Tout-Puissant, inquiété par le destin de notre ville de Thèbes, murmura un jour entre deux nuages: Je veux engendrer pour le salut des hommes un héros magnifique. Il écartera d'eux tous les dangers qui les menacent, et sa vertu et sa force héroïque seront la sauvegarde du monde. Mais pour cela, il me faut descendre sur terre, prendre la mer la plus belle et la plus digne. Je crois que ces paroles blessèrent l'une des déesses de notre ciel, celle que l'on nommait Junon ou Héra. Elle estimait que Zeus ne devait rien faire sans elle. Or, voici que le grand dieu donnait à une douce habitante de Thèbes, Alcmène, un bel enfant qui reçut le nom d'Hercule. Pour se venger, Junon envoya 2 serpents dans le berceau du nouveau-né. Mais celui-ci avait déjà tant de force qu'il saisit un reptile avec chacune de ses mains et s'en débarrassa. Ah, Hercule ne ressemblait pas aux autres enfants. Un jour, comme je bavardais avec mon ami le berger, je vis arriver ce jeune homme musclé, au regard brillant, à la démarche vigoureuse et rapide. Qui est-ce? Tu ne le connais pas? C'est Hercule. Il a 18 ans et possède encore plus de force et de courage qu'il ne paraît. C'est lui qui l'autre jour a tué tout seul le lion qui dévastait la contrée. Tiens, il semble vouloir nous parler. Ami berger, avez-vous vu ces hommes armés à la face patibulaire qui descendent vers Thèbes? Bien sûr, je les connais. Ils repassent tous les ans le même jour. Et ce sont les gens d'Orchomène. Ils vont réclamer aux Thébains leur tribut de 100 bœufs. Mais il y a longtemps qu'on leur a payé ce tribut. Oui, mais comme ils demeurent menaçants, on continue de leur verser ce qu'ils réclament. Pour ne pas provoquer une bataille. Ouais, bien, moi, je veux me battre avec eux. Thèbes est ma patrie, je veux la libérer. Oh oui, tout faire pour que ces pauvres citoyens ne soient pas pressurés pour le compte de l'étranger. Oh, vous allez courir un grand risque et personne à Thèbes ne vous en sera reconnaissant. Dans cette montagne, nous sommes trop éloignés de la ville pour que nos actes y comptent. Mais ce n'est pas pour moi, mais pour les habitants de Thèbes que je me battrai. Adieu, je les vois qui s'approchent sur la route. Ce fut un combat extraordinaire. Surpris, empêtrés dans leurs lourdes armures, les arrogants citoyens d'Orchomène furent bientôt tous mis à terre par les coups de poing rapides et puissants d'Hercule qui leur cria: Je suis généreux. À défaut des bœufs, vous ramènerez au moins vos corps dans votre ville pour les faire soigner. Ce sera un gage de paix. C'était pour mon ami une grande victoire. Un peu plus tard... Attention, il ne faut rien sauter. Immédiatement après ce triomphe... Ah oui, pour le remercier dignement, le roi de Thèbes accorda sa fille comme épouse au jeune Hercule. Mais celui-ci n'eut pas le temps d'en profiter. Un peu plus tard... Mais pas plus tard, tu veux donc en sauter, pour dissimuler une faute d'Hercule. Un jour, emporté par une colère... que lui avait insufflé méchamment la jalouse Junon. Il fut si violent et si cruel avec sa femme et ses enfants... que le lendemain... honteux, plein de remords, il se rendit à Delphes afin de consulter Apollon. Il lui demanda ce qu'il devait faire pour se racheter et se purifier. Et l'oracle lui donna l'ordre de se rendre à Tirynthe pour se mettre au service du roi Eurysthée. Le plus peureux des princes. J'entends toujours sa voix hésitante et tremblotante. Étant roi de Tirynthe,
Je me méfie beaucoup de ce trop célèbre Hercule. Ne vient-il pas ici pour prendre le pouvoir et m'enlever ma couronne? Je n'aime pas les grands hommes, et mes conseillers pas davantage. Je crois que le mieux est de l'envoyer au loin faire des grands travaux en souhaitant qu'il n'en revienne jamais. Je vais le charger de mission dans le val boisé de l'Argolide, où le lion de Némée sème la peur et cause des désastres. À lui de m'en ramener la peau ou d'y laisser la sienne. Comme cet homme est dangereux et ce lion aussi, je suis certain d'être délivré de l'un ou de l'autre. Eh bien, qu'avez-vous à pâlir et à trembler? Je n'ai jamais entendu de pareil rugissement. Il vaut mieux ne pas rester près de la porte de la cabane. Vous avez vu, les laboureurs et les bergers qui nous reçoivent sont descendus dans un abri. La prudence... Ce ne serait pas une prudence pour moi, mais une reculade que d'ajourner le combat que je dois livrer. On ne devient pas plus fort en se courbant devant ce qui fait du mal. Allez, reste là. Le lion monstrueux arrive. Vous allez voir. J'ai un peu honte de ne rien faire. Oh, regarde, Hercule tire avec son grand arc. Ces flèches atteignent leur but, mais glissent sur la peau trop épaisse du monstre. Le lion n'a aucune blessure. Il ne reste à Hercule que sa massue. Oh, il est perdu. Le lion acculé devant son antre ouvre sa gueule et se tient prêt à bondir. Non! Hercule a réussi à lui donner un grand coup. Le lion chancelle à moitié assommé. Mais il a une tête si dure que la massue est cassée en deux. Hercule se jette sur le lion, engage un corps à corps très serré. Il l'étreint à la poitrine. Ça y est, il a triomphé. Oh, quel homme! Je veux le suivre maintenant. Ne plus l'abandonner. Allons le rejoindre. Avec son couteau, il enlève à l'animal sa toison. Le roi Eurysthée va pâlir en le voyant revenir victorieux. C'est bien, Hercule. Mais il ne faut jamais s'endormir sur un succès ni sur un devoir accompli. J'ai d'autres travaux à vous donner. D'abord, vous devez essayer de supprimer l'hydre de Lerne. La connaissez-vous? Non. Il ne s'agit pas d'un animal comme les autres, mais d'un dragon énorme, pourvu de 9 têtes, qui habite le marais fangeux de Lerne. Quand elle sort, elle ravage la campagne, dévorant les troupeaux, empoisonnant avec son souffle tout être vivant rencontré. Contre une telle hydre, tout doit être tenté. Je ne sais si je triompherai, mais la peine et le risque ne m'ont jamais arrêté. Quand même, on vous récompense mal du grand service que vous avez rendu à ceux d'Eurysthée. Le sentiment d'avoir bien accompli ce que l'on doit faire constitue la meilleure des récompenses. Ce ne fut pas un travail facile, je vous l'assure. Je conduisais le char d'Hercule. Quand nous fûmes au bord du marais, nous vîmes paraître le monstre aux 9 têtes. Mon maître essaya de les faire tomber les unes après les autres à coups de massue, mais chaque fois une tête repoussait pour remplacer celle abattue. Alors, votre serviteur mit le feu à la forêt voisine afin de brûler les têtes renaissantes et les empêcher de repousser. Et finalement, Hercule, infatigable, toujours prompt, put couper la dernière tête. En revenant victorieux, Hercule me dit... Les 9 têtes, on les connaît à tous les âges. On a toujours plusieurs devoirs à faire en même temps. Et pour les réussir, il faut ni trop s'attarder sur l'un au détriment des autres, ni vouloir aller trop vite pour chacun. Rien ne doit être oublié ni négligé. Question de méthode. Cependant, ce travail bien mené ne fut pas du goût du roi Eurysthée. Cet Hercule a réussi 2 travaux de force. Je vais lui en donner un de vitesse. Son souffle et ses jambes doivent être moins bons, je l'espère, que ses bras et ses mains. Il verra du pays, mais ne pourra jamais saisir la merveilleuse biche au pied des reins. Là, je l'avoue, je ne suivais pas Hercule. Nous fûmes à certains moments fort inquiets pour Hercule. Avec ses pieds d'airain, la biche pouvait, sans crever, tenir sa vitesse sur de grands parcours et longtemps.
Heureusement, après l'avoir poursuivi jusque dans les glaces de l'extrême nord, Hercule profita de l'hésitation de la bête devant un fleuve grossi par les pluies. Il la rattrapa, la saisit par les cornes et finalement la ramena vivante au roi. Encore un peu essoufflé, Hercule me confia: Je ne suis pas mécontent. Si les reins assuraient à la biche vigueur et rapidité sur le sol, cela ne lui donnait pas des nageoires pour traverser un gros fleuve. Bref, ce ne sont pas mes pieds et mon souffle, mais la patience et la ténacité qui m'ont permis de capturer la biche. Ce furent les mêmes qualités qui lui permirent d'accomplir le 4e de ses travaux, la capture du sanglier d'Érimante. Après avoir fouillé tous les fourrés, Hercule parvint à découvrir le sauvage animal. Mais pour le prendre, il dut le poursuivre sans relâche dans les hautes montagnes, tant et si bien que le sanglier, hors de souffle, épuisé, se trouva pris dans une gorge sans issue. Là encore, j'entends le roi maugréant: Heureusement que tout ne va pas bien dans mon royaume. Sans quoi cet infatigable Hercule deviendrait encombrant et inquiétant pour mon trône. Cette fois, j'ai quelque chose de bien mauvais pour lui. Les oiseaux monstrueux et rapaces du lac Stymphale vont le faire patauger longtemps. Et je ne vois pas comment sa force et son courage lui permettront d'échapper à leur bec. Tu es gentil de m'accompagner, Iolaos, d'autant que notre tâche s'annonce désagréable. Marcher dans les eaux puantes de ces marécages, évidemment. Mais les oiseaux demeurent perchés sur les branches des arbres. Méfie-toi d'eux. Avec leurs serres, leurs becs, leurs ailes dures, ce sont des oiseaux voraces qui foncent, tuent et se repaissent de chair humaine. Mais ils ne semblent pas vouloir passer le rideau de feuilles derrière lequel ils se tiennent. N'oublie pas qu'ils sont les enfants d'Arès, le dieu farouche de la guerre. Pour triompher, ils tentent toujours des attaques surprises. Cela est un peu décourageant. Nous ne pouvons pas rester à les attendre les pieds dans l'eau. Nous allons les forcer à se dégager, à passer dans le ciel. Pour cela, tu vas prendre ces cymbales et donner de bons coups qui leur font peur. Moi, je les guette avec mon arc. Bon, j'aime bien manier les cymbales. Je commence. 1, 2, 3. Bravo! Vos flèches abattent ces affreux oiseaux! Ah oui, je crois que la victoire est à nous. Il m'épuise, cet Hercule, avec ses réussites. Chaque fois, on l'expédie à entreprendre un dangereux travail. J'espère qu'il n'y parviendra pas. Et chaque fois, il rentre avec le butin demandé, sa mission accomplie. Enfin, il va partir dans l'île de Crète pour tenter de m'en ramener le beau taureau qui s'y trouve. Oui, cette fois, il ne s'agit pas de tuer un animal, mais de le capturer. Et le taureau, avec ses dérobades, ses coups de corne inattendus, n'est guère saisissable. J'y réfléchis. Pour ce que je dois faire, tu ne peux m'aider. Et pourquoi? Tu connais l'histoire. Un jour, Minos, le roi de Crète, ayant promis au dieu des mers, Poséidon, de lui offrir ce qu'il ferait sortir des flots, un superbe taureau émergea des vagues. Si beau que le roi ne voulut pas tenir sa promesse de sacrifier l'animal. Outré par cette déloyauté, Poséidon rendit le taureau furieux, semant la terreur dans l'île de Crète. Et alors? Et on ne peut le combattre que seul. Ses foncées, ses coups de corne, ses retournements sont comme les vagues d'une marée capricieuse et bondissante. Mais comme tous les déferlements houleux, il faut beaucoup d'attention pour les prendre du bon côté. Ne pas se laisser surprendre et entraîner par eux. Sitôt débarqué, Hercule fonça sur le beau taureau, l'empoigna par les cornes, et l'ayant pris dans un grand et solide filet, il put ainsi le rapporter à Eurysthée.
maintenant, que faire de cet encombrant Hercule? Autant le renvoyer à l'écurie. Tiens, justement, les écuries. Je vais lui dire d'aller nettoyer les grandes et puantes étables d'Augias. Voilà 30 ans qu'elles pourrissent, encombrées de fumier. La saleté et l'inutilité les caractérisent comme leur maître Augias. Qu'y a-t-il de plus fort comme poison que la paresse ici-bas? Malgré son opiniâtreté, jamais Hercule n'en viendra à bout. Et puis en même temps, je puis lui indiquer d'autres écuries dans le cas où il sortirait de celle d'Augias. Ce sont les écuries de cette brute de Diomède qui nourrit ses chevaux de bataille avec des corps de naufragés. Si Hercule ne laisse pas sa peau dans l'une de ces écuries, je suis certain au moins de ne pas le revoir de sitôt. Voilà, Hercule. J'ai dit à mon ami berger de venir avec moi. Peut-être pouvons-nous vous aider pour cette histoire d'écurie. Je suis très content, mais permettez-moi de me pincer le nez, car je croyais connaître les écuries, mais celle-ci pue comme pas une. Vous êtes très gentil. Mais ne croyez pas qu'il suffise de quelques coups de balai pour nettoyer une bâtisse aussi vaste, aussi encombrée, où l'on ne fait rien. Et sitôt qu'après avoir enlevé les saletés d'un coin, vous le laisserez, la pourriture y reparaîtra. Alors le mieux est sans doute d'aller plus loin, de trouver une hauteur moins empestée. Mais non. Vous allez percer une ouverture dans un des murs de l'écurie, tandis que moi j'irai du côté du grand fleuve, l'Alphée, pour en détourner le cours. Hercule réussit, comme les précédents, ce 7e de ses travaux. J'entends encore la voix de mon ami berger s'exclamant, le nez relevé. Ah, enfin on peut respirer pleinement. L'air est purifié. Mais Hercule ne s'attarda pas chez Augias. Selon les ordres du roi, il se dirigea vers les autres écuries, celles de Diomède. Ce dernier, aimant faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fît, Hercule se chargea de lui montrer que jamais il ne faut être infatué de ses forces ou des moyens dont on dispose. Il parvint à enlever au roi Diomède ses chevaux qui vomissaient des flammes et lui fit endurer le traitement qu'il imposait aux autres. Oui, mais l'orage grondait au ciel. Sûrement tous ceux de l'Olympe ne devaient pas être contents. Notamment la déesse Junon, qui ne pardonnait toujours pas à Zeus de l'avoir trompée. Pour se venger, elle inspira un mauvais désir à la fille du roi Eurysthée. Hercule Héraclès, c'est un nom que j'entends trop. Et dès que je le prononce, il m'irrite la gorge. Que lui veux-tu, ma fille? Qu'il me fasse un beau cadeau. Au moins celui-là ne me coûtera rien. Mais lequel? La belle ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Pas sot. Les Amazones sont des femmes guerrières peu portées vers la gentillesse. Mais pendant qu'Hercule se trouvera dans leur lointain royaume pour essayer d'y prendre la ceinture, tu ne me demanderas rien, toi, Admète. Je saurai attendre. Nous fûmes nombreux à nous embarquer pour cette expédition avec Hercule. Il s'agissait cette fois de cerner toute la population qui siégeait aux environs de la mer Noire. Rien que des femmes guerrières combattant à cheval, tirant de l'arc et maniant la hache, les Amazones. Amazone, croyez-moi. Le nommé Hercule est venu ici pour nous enlever notre reine. Il nous faut combattre pour sauver notre reine et pour montrer que nous ne sommes pas faciles à tromper. Les Amazones écoutaient l'une d'elles, très différente, qui leur parlait avec hauteur et leur mentait effrontément. J'ai su seulement plus tard qui elle était. Une lutte terrible s'engagea.
Finalement, nous fûmes les plus forts, et Hercule emporta aisément la belle ceinture. Je n'ai pas revu celle qui avait provoqué la bataille, mais on m'a dit que c'était Junon transformée en Amazone. Comme elle dut regretter son mensonge. Ce diable d'Hercule a rapporté à ma chère Admète le cadeau qu'elle désirait. Mais à moi, qu'est-ce qu'il rapporte? Un souci de plus. Je ne sais plus quoi lui donner à faire. Tout est propre maintenant dans le pays et les environs. Cela le rend de plus en plus populaire et moi, de moins en moins. Il faut l'envoyer loin, très loin, pour qu'il me laisse tranquille assez longtemps et me ramène quelque chose d'utile et d'agréable, comme ces bœufs de Gérion dont on parle beaucoup et qui n'existent peut-être pas. Enfin, il faut cette fois qu'il parte seul, car depuis quelque temps, il dérange trop de monde et augmente ainsi ses moyens. Cette fois donc, ni le berger, ni moi, ni personne ne put le suivre. Mais à son retour, Hercule nous raconta sa 10e épreuve, qui fut d'abord un grand voyage vers l'extrême Occident. Oh, il en a vu des terres, des mers et des ciels différents. Au détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, que vous appelez maintenant, je crois, le détroit de Gibraltar, il éleva 2 belles colonnes pour commémorer son passage. Ce sont les colonnes d'Hercule. Comme le soleil l'agaçait en lui piquant les yeux avec des rayons trop vifs, Hercule lui envoyait des flèches. Toujours est-il que le soleil l'a ainsi conduit dans l'île où il devait se rendre. N'était-ce pas ce qu'on appelle maintenant l'Amérique? Bon, je n'en sais rien. Cependant, les bœufs de Gérion se montraient aussi rouges que les peaux rouges de l'endroit dont tu parles. Et, bien que gardés par un monstrueux bouvier avec un affreux chien à 3 têtes, les bœufs rouges furent vite capturés par Hercule. Hercule eut grand-peine à sauvegarder son troupeau, que Junon avait affolé en lui envoyant un taon. Non sans peine et non sans fatigue, Hercule put en reprendre la plus grande partie dans la montagne et l'amener au roi. Le triomphe fut grand mais bref, car le roi Eurysthée tenait toute prête une nouvelle épreuve. Puisqu'il se dirige si bien malgré les flots violents vers le plus éloigné Occident, qu'il y retourne donc, notre Hercule. Cette fois, il m'a rapporté la viande rare des bœufs rouges. Qu'il aille demain me chercher un beau dessert. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Tout le monde en parle et personne ne les a savourées. Et je commence à souhaiter qu'il réussisse. Après tout, il me rend service. Il a nettoyé mon royaume et lui donne un grand lustre des richesses nouvelles. Cette fois, j'obtins l'autorisation d'accompagner mon ami Hercule, mais à la condition de ne lui apporter aucune aide. Nous marchâmes beaucoup, nous errâmes sur la mer dans un petit bateau, sans rien trouver. Comme je commençais à me décourager, Hercule me dit « Il faut être patient, tenace pour faire une découverte. Après bien des efforts, il nous paraîtra encore plus beau ce jardin des Hespérides. On dit qu'il s'agit d'un parc merveilleux, où en toutes les saisons, les arbres portent des fruits de riz. Seulement, il appartient aux Hespérides, qui sont les filles du soir. Oh, le soleil ne peut nous aider. Adresse-toi à Nérée, le vieillard des mers. Qui parle? Oui, demande à Nérée. Il sait où se trouve l'île des Hespérides. Mais où trouver le vieillard des mers? Regarde, il doit se reposer sur la plage. En effet, nous le trouvâmes profitant de la marée basse pour dormir sur le sable. Hercule le ligota. À son réveil, Nérée, furieux, essaya de nous faire peur en faisant le lion, le serpent, les flammes. Mais en vain. Hercule tenant bon, le vieillard des mers dut nous indiquer comment naviguer pour atteindre les Hespérides. En débarquant aux îles des Hespérides, nous rencontrâmes Atlas. Il était si grand qu'on aurait pu le confondre avec une montagne. Il portait la voûte céleste sur ses épaules. Hercule s'adressa immédiatement à lui. Bel Atlas, laisse-moi passer. Je dois aller cueillir des fruits au jardin des Hespérides. Et comme l'effort que tu fais pour soutenir le ciel doit te donner faim et soif, à mon retour, je te laisserai une de leurs pommes d'or pour te revigorer et te rafraîchir. Pauvre innocent!
Mais avec la force que je possède, je pourrais les prendre, les pommes d'or. Mais toi, tu as beau être tenace, tu n'y parviendras pas. Eh bien, va les prendre toi-même. Et qui soutiendra pendant ce temps-là le ciel avec ses nuages et ses étoiles? Moi? Essaye un peu. Voilà. Parfait. Puisque tu le tiens, continue. J'étais un peu inquiet. Cet atlas ne m'inspirait guère confiance. Et je voyais quel effort douloureux Hercule devait fournir pour porter la voûte céleste. Néanmoins, Atlas revint, les bras pleins de pommes d'or. Et se tournant vers mon maître, il lui dit: Puisque tu fais bien mon travail, pourquoi irais-je le reprendre? Je vais m'occuper de tes pommes. Je veux bien. Seulement, il faut porter les pommes au roi Eurysthée. Je m'en chargerai. Tu me parais un peu fatigué. Oh, le poids du ciel me donne mal à la tête. Oh, si j'avais un instant, je me poserais un bourrelet sur le crâne pour amortir le poids de cette lourde charge. Évidemment, tu n'as pas une tête aussi puissante que la mienne. Allons, comme je suis généreux, je veux bien poser les pommes et prendre ta place pendant que tu te mets un bourrelet. Voilà. Mais fais vite. Hé! Ne pars pas avec les pommes du jardin des Hespérides. Arrête-toi! Arrête-toi! C'est toi, Atlas, qui n'aurais pas dû t'arrêter dans la tâche qui t'a été confiée. À chacun son devoir. Fais le tien, comme je fais le mien. Et sois moins vanité. Oh, cette pomme des Hespérides est une pomme de discorde, tout le monde en veut. Pour protéger ce fruit contre les voleurs, il me faut un chien très méchant qui fasse peur. Cerbère, le chien qui garde la porte des enfers. Voilà ce qui me conviendrait. Après tout, Hercule peut descendre dans cet affreux monde souterrain. Vous pensez bien que je ne le suivais pas dans un pareil endroit. Mais j'ai su comment cela s'était passé. Hercule traversa les grands fleuves de flammes et les torrents de boue du gouffre infernal. Finalement, grâce à son courage, il parvint à s'emparer du chien aux trois têtes, Cerbère, et à le remonter à la surface. Mais quand le roi Eurysthée vit cette bête affreuse et entendit son aboiement affreux, il devint tout pâle en criant à Hercule: Faites taire ce chien, je vous en prie, Hercule! Regrette, cela dépasse mon pouvoir. Que diable! Emmenez-le! Où? Vous l'avez pris dans les enfers. Oui, c'est moi qui vous ai donné l'ordre de le capturer, mais j'ai eu tort. Votre vigueur, votre courage, vos réussites m'ont grisé. J'ai trop voulu en profiter, en tirer des avantages égoïstes. Maintenant, me sachant bénéficiaire de ce que je n'avais pas mérité, ni acquis personnellement, je ne vois partout que des yeux méchants, et je n'entends que des aboiements comme ceux de Cerbère. Oh, débarrassez-moi de cette bête infernale, et revenez, mon cher Hercule, recueillir ce que vous avez bien mérité avec 12 travaux, la liberté, avec une belle place dans la cité. Hercule, qui avait mis 8 ans et 1 mois à exécuter les 12 travaux, affranchi de la servitude, continua de parcourir le monde pour lutter contre l'injustice des hommes. Il alla en Asie, connut bien d'autres aventures, faisant preuve jusqu'au bout d'un courage inflexible et généreux. Il ne faut jamais oublier cette dernière qualité. Ses statuts le font apparaître comme un homme barbu et très musclé, mais il était aussi la générosité même, mon maître et ami Hercule, Héraclès.